les choses. C'est vrai qu'en France, nous aussi, l'un des grands combats, c'est de faire connaître la pathologie auprès de nos collègues. On y arrive petit à petit. On n'a heureusement pas de problème d'accès au traitement, enfin, encore que vous allez voir, on a eu des soucis l'année dernière. Et c'est vrai, je pense que le grand combat au Maroc va être que vous ayez accès au traitement spécifique. Alors, donc ça c'est les conflits d'intérêts. Donc ça c'est la première publication qu'on peut retrouver. Je pense que c'est la première photo d'une patiente. Vous voyez avec un œdème. Et effectivement à l'époque, on insistait sur le fait que ça touchait les femmes dans des contextes de stress et hop, on parlait d'œdème angioneurotique. J'avoue que actuellement on n'utilise plus ce terme et on utilise le terme d'angioedème héréditaire. C'est difficile, voici deux types d'angioedème très différents. Quelle est la cause? Donc l'angioedème, ce n'est pas le nom de la maladie, c'est le nom du symptôme. Et comme vous pouvez le voir, l'angioedème est très souvent un angioedème bénin. Le plus fréquent, c'est les angioedèmes histaminiques, qu'ils soient allergiques ou pas. Et puis, dans 5% des cas à peu près, il s'agit de l'angioedème bradykinique, donc de la pathologie dont vous souffrez. Dans les angioedèmes bradykiniques, vous avez ceux qui sont associés à un déficit en CA inhibiteur. Et donc, les plus connus, les plus fréquents sont les formes héréditaires et les formes acquises. Et puis, il y a aussi un groupe d'angioedèmes maintenant avec un dosage de CA inhibiteur normal et associé à des mutations particulières. Et là, le diagnostic est très difficile. L'angioedème aux IEC, c'est des patients qui prennent un traitement pour la tension, qui prennent les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et qui vont déclencher le même type d'angioedème que les patients qui ont un déficit en C1. Par contre, la pathologie disparaît à l'arrêt de ce traitement. En France, on a calculé que ça concernait 5000 patients par an en France, donc c'est des angioedèmes très fréquents. Et ça nécessite l'arrêt définitif du traitement par bradykinin. Ça semble être un mot un peu bizarre. La bradykinin, dans les années 2000, a été dosée, vous voyez. Du sang a été prélevé sur un œdème d'un patient et en même temps on a prélevé là. Et on a vu que le patient avait un taux élevé de bradykinin, alors de l'autre côté, il ne l'avait pas. On a mesuré aussi ce taux dans d'autres causes d'angioedème, comme les œdèmes allergiques, les œdèmes de Quick par exemple, et on a montré que la bradykinin n'était pas élevée. Donc vraiment là, vous avez une élévation dans la bradykinin. Donc c'est la bradykinin qui vous fait gonfler. Et puis il y a eu aussi, on appelle ça le modèle de la souris bleue d'Al Davis, où il a créé la maladie chez une souris. Et la souris, elle ne gonfle pas, mais elle devient bleue parce que ses vaisseaux sont très perméables. Et ça a permis, alors pourquoi on fabrique une souris malade? Pour tester les médicaments. Et c'est comme ça, entre autres, qu'on a pu tester le médicament qui est ici, qui est ce qu'on appelle maintenant le Firazir. Vous avez un stress, mais quand je parle de stress, ce n'est pas forcément un stress que vous sentez, c'est des fois microscopique. Et en tout cas, vous allez avoir une activation de toute cette voie qui va aboutir à la synthèse de bradykinin. Je vous montrerai ce schéma après pour vous montrer où les médicaments vont intervenir. 4 heures, voire en moyenne 2 à 5 jours. Et les crises abdominales aussi. Et puis, une petite chose intéressante à noter, c'est ce qu'on appelle l'érythème marginé, une éruption que vous avez avant de déclencher les crises. Tout le monde ne l'a pas. Certains patients l'ont et certains ont cette éruption sans avoir de crise derrière. C'est assez horrible. Donc c'est un signe d'alerte aussi qui peut vous renseigner sur le fait que vous allez faire la crise. Je ne sais pas dans la salle combien ont cet érythème marginé. Pas d'érythème? Ça vient sans. Alors, c'est une maladie qui va toucher, alors on voit plus la main, on voit plus le visage, mais ça peut toucher potentiellement tous les organes. Donc l'œsophage. Alors l'œdème du visage est toujours impressionnant parce que d'abord le visage, les tissus sont tout mous. Donc comme c'est tout mou, le liquide il a bien la place de s'y mettre, donc c'est toujours très impressionnant. Puis le visage, c'est comme ça qu'on communique avec les autres.
Depuis 2 ans, on a une pénurie de tout ce qui est produit dérivé du sang et on a une pénurie du Bérinert et du sein. Alors ça, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça, on est sur le traitement de la crise. Hein. La première fois qu'on a utilisé du plasma frais congelé pour le traitement de la crise, ça date de 1969. Et la décision pour moi, pour vous les patients, est le Firazir. Pourquoi? Parce que le Firazir, c'est une injection sous-cutanée. Les patients peuvent apprendre à l'injecter et se faire le traitement à domicile. Donc, on vous le remplace en apportant du C1 de patients qui vont avoir donné leur sang. Donc ça, on appelle ça des concentrés de C1 issus de plasma. C'est le Bérinert et le sein. Sur le plan international, on considère que toute crise devrait être traitée de manière spécifique. C'est-à-dire que tous les patients dans le monde devraient pouvoir traiter toute leur crise par un traitement, par Firazir, Bérinert ou sein. Alors ça, c'est une utopie ou un rêve. J'espère qu'un jour on l'aura. C'est un des buts que poursuit l'association, en tout cas internationale des patients, c'est que tous les patients partout dans le monde aient accès aux meilleurs traitements. L'année dernière, il vient d'être publié pour voir le taux de mort par angioedème et quel type d'angioedème tuait les patients français. Et on a étudié tous les types d'angioedème, les angioedèmes allergiques ou non, les angioedèmes radiciniques. Et on a montré dans cette étude que quand on a un angioedème au niveau de la gorge, s'il est bradykinique, on a 45 fois plus de risque de mourir. وهذا المرض هذا كيشبه الحساسيه ولكن ماشي حساسيه. فعلا الحساسيه هي 90% ديال الاسباب ديال هذه الوذبه الوعائيه، ولكن 10% كاين هذه الوذبه الوعائيه الوراثيه اللي مختلفه تماما على الوذبه الوعائيه اللي عندها علاقه بالهستامين. هذه الوذبه الوعائيه الوراثيه عندها علاقه بواحد الماده اخرى لا بغاديكينين. سو كي في داك الادويه اللي كنعطيوهم الحساسيه، داك لادرينالين، لي كورتيكويد، لي زونتي هيستامينيك ما كيركبوش بالكل في هذا المرض هذا. هذا المرض هذا الخطوره ديالو هي ملي كيعطي واحد المشكل في الحلق، يقدروا الناس يموتوا بهذا المرض هذا لا ما دارش التشخيص ديالهم ولا ما دارش الدواء ديالهم. دونك في المغرب حنا كنهضروا على التوصيات، عندنا مشاكل كثيره في هذا المرض هذا ما كيعرفوش الاطباء كلهم. بعض المرات كيخلطوا مع الحساسيه، كيبقاو يعطيو المريض لي زونتي هيستامينيك ومع العالم ما كتمشي، دونك كيقولوا صافي الدواء اللي عطينا كذا. ملي كيكون المريض عنده خصو يحيد السنه، عنده خصو لي سوان دونتير، خصو ياخذ واحد الدواء. اذا كان عنده عمليه جراحيه خصو يعطي واحد الدواء باش ما يكونش مشكل في العمليه. دونك هذا هو المحور ديال هذا المرض هذا اللي بفضل الجمعيه خصنا نعرفوا اكثر، وخص الادويه اللي ما كاينينش في المغرب يجيو في المغرب. Donc, je donne la suite pour les... Merci. En cas de traitement qui ne marche pas, 25% des décès. Vous avez aussi, donc, Laurence Brouillard a insisté sur les formes subocclusives, donc de tableau digestif, et qui, si vous avez la malchance d'aller dans une urgence où il y a un super chirurgien, c'est sûr que vous allez passer sur la table, pour rien. Et puis, bien évidemment, peut-être beaucoup moins grave, mais quelque chose qui peut considérablement altérer la qualité de vie, donc un petit peu au-delà de ce... Vraiment mon secteur de prédilection, j'ai fait un Master 2 dans la matière et j'adore ça, et donc je pense que ça rejoint les patients et les soignants, et du coup je vais vous en parler dans la maladie que vous avez de l'angioedème héréditaire. Alors déjà il faut que je reprenne le bouton. Voilà. Donc la spécificité de la maladie, vous le savez dans votre vie de tous les jours, Laurence Bouillet vous en a bien parlé. Le problème de cette maladie, il y en a plusieurs. L'imprévisibilité est la majeure. Au Maroc, on nous avons vu tout au long de cette réunion. Donc, cette maladie, elle souffre de deux problèmes. Elle aussi, elle souffre. Donc, elle a le problème de diagnostic. C'est une maladie qui est sous-diagnostiquée parce qu'il est rare, parce que les médecins ne la connaissent pas. Les médecins ne la connaissent pas parce qu'on n'en parle pas assez dans nos réunions, dans les séminaires médicaux. Et là, le problème de disponibilité des médicaments. On a un gros problème au Maroc, même si on diagnostique la maladie, on a les mains liées parce qu'on n'a pas beaucoup de médicaments au Maroc. On est encore à l'ère de 1969
pour le choix thérapeutique au Maroc. Donc il y a ça un gros problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire face à cet état de fait? Par où commencer? Donc on peut commencer par beaucoup de choses. D'abord, informer les médecins et les patients pour cette maladie, donc le corps médical, pour un meilleur diagnostic des maladies. Ça, c'est une étape très très importante. Et deuxième lieu, informer le grand public pour que les malades, eux non plus, ne pensent pas à une allergie, n'aillent pas consulter. Donc aussi que le grand public soit informé de cette maladie par les différents supports. On a commencé à le faire, moi et Ayman, par des émissions de radio. Moi, j'ai fait une cette semaine par des journaux, parler en particulier en langue arabe, qui nous manque dans le monde arabe des documents pour les personnes qui ne sont pas forcément francophones, trouver un support sur quoi ce que vous manquez pour la maladie. Donc il faut un effort important à faire en langue arabe. Les mesures à faire, c'est la désignation des médecins référents. Et c'est pas forcément des médecins hospitaliers. Je sais qu'en France, les médecins référents sont tous pratiquement des médecins hospitaliers. Ce sont des médecins spécialistes en médecine interne. Mais comme c'est une maladie qui ne demande pas le diagnostic ni le traitement ne demande pas d'hospitalisation, donc on peut, dans un premier lieu, avoir des médecins référents et en attendant à terme d'avoir des services de centres de référence et de compétences, des centres de référence pour le diagnostic. Pour la question se pose, quel médecin désigner en premier? Donc, moi, je pense tout honnêtement qu'il faut un intérêt d'une approche holistique. Donc, en l'occurrence, qu'un les médecins internistes. Parce que l'angioedème, le diagnostic, il peut y avoir des présentations cliniques. On doit penser à une angioedème, mais il n'y a pas que l'angioedème dans la vie. Moi, il m'est arrivé une maladie cœliaque qui est un œdème de la phase, et il faut penser à cette maladie. Donc, cette approche holistique est très importante dans la gestion de cette maladie. Et en plus, en cas de d'angioedème, on peut avoir d'autres maladies. Là, il y a eu un malade qui avait une maladie d'Orton, le mari de la pharmacienne que tu as vu lors de la première journée de l'angioedème. Là, une patiente a fait une hyperthyroïdie, donc avoir des outils de gérer le malade et sa maladie en entier. Donc, c'est très important cette approche holistique. Nos amis à la Relance sont aussi très impliqués dans cette maladie puisque l'angioedème, elle est 95%, donc elle est gérée aussi par les allergologues. Quelle autre mesure à faire? D'abord, au moins deux types de médicaments. Un pour traiter la crise, donc soit indicativement, il y a plusieurs, ou soit un inhibiteur, le concentré, donc c'est un inhibiteur, et avoir un médicament préventif, surtout en cas d'opération chirurgicale. Donc, c'est très important d'avoir le concentré de l'inhibiteur de C1 inhibiteur par voie veineuse pour gérer les opérations et les interventions chirurgicales. Pour le moment, la maladie est gérée uniquement par les acides, donc l'acide tranexamique et le plasma frais congelé, donc les réanimateurs gèrent les situations à risque, mais ça ne marche pas toujours. J'ai fait une recherche pour avoir l'efficacité, mais je n'ai pas trouvé d'études sur, là il faut qu'on le fasse, qu'on ressorte nos dossiers pour voir qu'est-ce qui a fait le rôle de plasma frais congelé dans la gestion de ces crises graves. Voilà. Donc, il faut aussi que notre association ait un volet revendicatif pour œuvrer pour que la maladie soit reconnue comme une affection de longue durée, parce que ça offre un statut spécifique à la maladie, pour le remboursement, surtout pour le remboursement. On ne peut pas avoir le ticket, mais ticket modérateur pour ces médicaments qui sont très chers. Il faut ouvrir d'ailleurs l'Alliance des maladies rares, donc il faut qu'on fasse intégrer la mort dans ce plan de cette Alliance des maladies rares, qui, je vous le rappelle pour les gens qui ne la connaissent pas, que c'est une alliance qui a été créée il y a 2 ans par le regroupement de plusieurs associations de patients et qu'on avait organisé une journée l'année dernière. C'était pour mieux faire connaître les maladies rares. On avait programmé le syndrome de Wheeler-Dallos qui est complètement méconnu et d'autres pathologies. Et là, cette année, le 23 février, nous allons organiser notre 2e journée
qui va avoir comme thème la décompensation, les matériaux de décompensation aiguë. L'enjeu d'aide, il se prête parfaitement à cette thématique, mais on a déjà fait cette réunion, donc il faut refaire cette expérience. À mon tour de remercier les intervenants, Madame Laurence Fouquier, Madame Isabelle Beaucamp, parce qu'ils sont venus à leurs propres frais, bénévolement, et les modérateurs, nos brillants modérateurs, la MBM qui nous a financé, supporté, et tous les participants, parce qu'il y a un samedi après-midi, il y a de mauvais temps, des gens auraient voulu être dans leur couverture, sur notre couverture. Je remercie aussi les associations de patients,